La justice, Madame la Présidente de la Commission d'information parlementaire sur les professions juridiques réglementées, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, chers confrères. Madame la Ministre de la Justice, permettez-moi de vous exprimer le très grand honneur que vous nous faites en venant clôturer les travaux du 126e congrès des greffiers des tribunaux de commerce. Au nom de toute la profession, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence et je souhaite réaffirmer devant vous notre fierté d'appartenir à la grande maison de la justice. Votre venue intervient à un moment important. En effet, à la différence des autres professions du droit, notre actualité ne s'est pas subitement accélérée en juillet 2014. Nous connaissons depuis 2012 une actualité plus que soutenue. Je pourrais citer les débats parlementaires relatifs aux greffes commercialement compétents dans les départements d'outre-mer, les premiers débats sur la réforme de la justice commerciale et les décisions du Comité interministériel de modernisation de l'action publique de juillet 2013 sur le tarif des greffiers. La profession, régulièrement sollicitée par son ministère de tutelle, s'efforce en permanence de toujours répondre présente, ceci en mobilisant ses énergies et ses forces vives. J'en profite pour remercier mes consoeurs et confrères pour le temps et l'intelligence créative qu'ils consacrent à leur profession, dont le dynamisme, certes, est parfois difficile à maîtriser, et c'est heureux. Je voudrais aussi saluer mon prédécesseur, Frédéric Barbin, et lui redire, certes, mon affection, mais aussi notre reconnaissance pour l'action courageuse et inlassable qu'il a menée à la présidence du Conseil national tout au long de son mandat. Si en arrivant à la présidence du Conseil national, j'aurais pu espérer quelques instants que l'activité se normalise, cela n'a vraiment pas été le cas. Le Conseil national était très actif, en effet, dans le cadre de projets nationaux, mais aussi lors des différentes consultations lancées sur la justice du XXIe siècle ou sur la réforme des tribunaux de commerce, ainsi que sur les ordonnances de simplification du droit relatives aux procédures collectives. Ces textes sont d'autant plus importants qu'ils ont pour objectif de sécuriser la vie des entreprises, de créer un cadre de confiance favorable à l'économie pour un service de la justice lisible et efficace. Cependant, il y a une réforme qui, malgré la simplification qu'elle doit apporter, constitue, en l'absence de texte d'application, une réelle difficulté pour les entreprises. Il s'agit de la formalité du dépôt légal des comptes annuels et la nouvelle possibilité qui leur a été offerte de demander aux greffiers d'en garantir la confidentialité. Le Conseil national avait sensibilisé ses interlocuteurs sur les difficultés liées au délai de mise en œuvre du dispositif. Le texte prévoyait une entrée en vigueur au 1er avril, ce n'était pas une blague, 2014, date à laquelle nous étions prêts, tant sur la mise à jour des outils informatiques que sur la formation des greffiers et de leurs collaborateurs. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Le décret d'application n'a toujours pas été publié et ce sont aujourd'hui plus de 12 000 dossiers au total que nous avons actuellement de stockés dans les greffes sans savoir comment les traiter. Je passe sous silence les légitimes réclamations des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas voir certifier leur dépôt légal des comptes. Pour rendre bancale une réforme, c'est effectivement la bonne méthode à suivre. On est certain de ne faire que des mécontents. Je le dis d'autant plus facilement que le retard ne vient pas du ministère de la Justice, mais d'une administration qui, par ailleurs, n'a de cesse, depuis plusieurs mois, de vilipender les professions du droit. Les entreprises sont dans l'incertitude et les greffiers ne peuvent recevoir les comptes en l'absence de texte. Cette situation devient de plus en plus préoccupante. Autre sujet d'actualité, la récente réforme du statut de l'auto-entrepreneur avec la loi Pinel qui nous en a confié l'immatriculation à titre gratuit. Dès l'origine de ce statut, il y a quelques années, la profession avait proposé de créer un fichier spécifique, tenu déjà sans coût par le déclarant. C'était notre proposition. Tenu sans coût pour le déclarant, bien sûr.
Cela n'avait pas été accepté et on s'aperçoit quelques années plus tard que l'absence d'inscription dans un registre fait défaut et constitue même un blocage à leur développement. La profession continue à travailler sur d'autres sujets qui, arrivés à échéance, permettront de véritables avancées. Il s'agit de projets juridiques, mais aussi et surtout très techniques, voire technologiques. Pour ces projets, nous avons ces derniers semestres collaboré avec méthode et détermination au service de l'intérêt général, en échangeant régulièrement tant avec le secrétariat général du ministère qu'avec la DACS, avec lesquels les relations sont maintenues dans l'échange constructif et portées vers le servir mieux. Je citerai comme exemple le déploiement d'e-Codex, inauguré vendredi dernier en Allemagne en présence de nos représentants, et de l'interopérabilité entre les États, de services sécurisés, performants et accessibles qui en découleront. De même, l'interconnexion des registres du commerce européen qui authentifiera l'information disponible et ouvre la voie aux notifications juridiques inter-États entre des acteurs légalement compétents. Ou encore la suppression du double original papier pour les dépôts au RCS, allégeant intelligemment le quotidien des entreprises. Le fichier national des interdits de gérer, évoqué cet après-midi, au service de la lutte antifraude, thème de notre congrès, et de la sécurisation du développement économique. Et encore, l'ouverture d'espaces électroniques sécurisés au bénéfice prioritairement des procureurs, mais aussi des acteurs de la justice, administrateurs, mandataires liquidateurs, commissaires-priseurs. Je n'oublie pas les juges, déjà bien équipés, avec le portail virtuel que nous mettons à leur disposition depuis plusieurs années, ou les expérimentations menées de tenue d'audience avec des tablettes informatiques. Ainsi encore que la convention tripartite signée avec la Conférence générale des juges et le Conseil national des barreaux qui rend possible et effective l'e-justice, pour laquelle le ministère nous avait, sous votre signature, Madame la Ministre, délivré il y a un an un indispensable arrêté. S'agissant de l'expérimentation des échanges avec les parquets, celle-ci ayant aujourd'hui des résultats favorablement salués par tous, il me semble indispensable de franchir une nouvelle étape et que nous puissions, dès 2015, en étendre la pratique à tous les parquets nationaux. Un texte réglementaire à venir devra en fixer le cadre normatif. Je vais arrêter ici cet inventaire des dossiers que je qualifierais de métier, pour évoquer un sujet d'une actualité brûlante, à savoir celui des professions réglementées. Il fait suite au rapport de l'Inspection générale des finances, dont nous avions dès l'origine été heurtés par le caractère inquisitorial de son instruction et par la volonté de dénigrer la profession, tant sur ses missions, son rôle, ses conditions d'accès et ses modalités de contrôle par l'État. La réaction de toutes les professions réglementées juridiques avait été unanime contre la méthode utilisée, celle de la poudre. Mis de côté dans un premier temps par le ministère de l'Économie, des premières parutions dans la presse ont eu lieu en mars 2013. Des niveaux de rémunération ont ainsi été jetés sur la place publique sans autre considération ni analyse, sans distinguer selon les modes d'exercice professionnel, le nombre d'actes délivrés, et en ignorant les investissements permanents que nous consacrons depuis 25 ans à l'amélioration du service aux usagers, au développement technique ou informatif à destination des entreprises. Je souligne qu'en raison des cartes judiciaires successives décidées par l'État, nous avons été réduits à une forte concentration des greffes, puisque de 227 greffes en 1999, il n'en reste que 134 aujourd'hui, avec pourtant le même nombre de professionnels et de collaborateurs, malgré cette suppression de 97 lieux de justice. Probablement serait-il nécessaire de faire enfin le bilan social et financier de ces suppressions, qui amplifient la désertification de nos territoires et portent atteinte à la qualité du service public de la justice. On l'oublie trop souvent, mais le tribunal de commerce n'est pas uniquement le lieu où s'exerce la fonction de juger. C'est aussi l'endroit où des professionnels qualifiés savent accueillir et dispenser de l'information, en orientant les entrepreneurs
et en enregistrant leurs formalités obligatoires afin d'en assurer la publicité et d'en garantir l'opposabilité. Non, aujourd'hui, tout ne se fait pas par dématérialisation. Seules des élites accrochées à leur smartphone peuvent imaginer que l'on procède partout en France à une formalité légale aussi facilement que l'on achète un aller-retour Paris-New York. Alors que, il est vrai, des outils maîtrisés existent. La dématérialisation, qui certes progresse d'année en année, reste encore loin de prendre l'ascendant sur les procédures papier, et je suis le premier à le regretter. Et nous y travaillons en permanence. Je voudrais à présent aborder le sujet des professions réglementées qui a brusquement ressurgi le 10 juillet dernier, en plein été, lors d'une conférence de presse de M. le ministre de l'Économie et du Redressement productif, à l'occasion de la présentation de la feuille de route pour le redressement de la France. Les professions réglementées avaient été à cette occasion présentées comme un frein majeur au pouvoir d'achat des ménages et à la croissance de notre économie. Je voudrais revenir sur la façon dont ce sujet s'est retrouvé au centre de l'actualité. Sur la forme tout d'abord. Au lendemain de cette conférence de presse, je vous ai fait part, Madame la Ministre, des plus vives inquiétudes de notre profession, montrées du doigt dans un rapport dont on pressentait le caractère à charge, mais dont nous ignorons complètement le contenu. 2 jours plus tard, des parutions médiatiques ont précipité les professions réglementées, juridiques ou non, dans un déferlement médiatique d'une rare violence. Il est vrai que nous, les greffiers, nous sommes des hommes, des femmes de droit, par nature discrets et rigoureux, peu habitués à affronter un tel lynchage. Impossibilité de s'exprimer sereinement. Le principe du contradictoire, auquel nous croyons, principe essentiel du droit, était sacrifié sur les coups du dogme de la com, manié comme un marteau-pilon. Et je dois ici, Madame la Ministre, vous remercier très sincèrement du soutien dont vous avez bien voulu nous gratifier immédiatement en indiquant que les mesures annoncées n'avaient fait l'objet d'aucune concertation interministérielle et que l'approche purement comptable de l'IGF ne pouvait en l'espèce être privilégiée. Vous avez renouvelé votre reconnaissance à l'égard de la profession en rappelant les baisses de nos émoluments et du forfait de transmission électronique du CABIS décidé en juillet 2013 dans le cadre du programme de simplification au profit des entreprises. Convoqué le 25 août 2014 par le ministre de l'Économie, vous aviez demandé que des membres de votre cabinet nous accompagnent à ce rendez-vous, qui n'a finalement pas eu lieu en raison de la démission du gouvernement 1 heure avant. Je voudrais juste évoquer une anecdote révélatrice. Le matin où la tempête médiatique s'est déclenchée, le 15 juillet, je participais au ministère des Affaires étrangères, comme d'autres professions du droit, à un colloque intitulé « Pour une stratégie française d'influence par le droit ». Il nous était expliqué que notre pays avait dans de nombreux domaines, comme celui du droit, et des garanties juridiques qu'il offre, de solides atouts. Et nous étions invités à réfléchir à une stratégie globale pour valoriser cette expertise hors de nos frontières. C'est ce que nous faisons déjà dans le cadre de la Fondation du droit continental, où la profession participait il y a quelques jours à une convention à Belgrade, ou encore par les liens noués avec nos homologues européens gestionnaires du registre du commerce, sans citer l'Afrique francophone qui utilise depuis très longtemps nos progiciels. Toujours est-il qu'au même moment où se tenait ce colloque, un autre ministère déclenchait une attaque en règle, remettant en cause les conditions d'exercice des missions de service public qui leur ont été déléguées par l'État aux greffiers et sous une tarification que l'État fixe lui-même. À aucun moment n'étaient évoquées les contraintes et les obligations de service qui sont précisément celles de la gestion d'un service public. Il y a dans ces prises de direction opposées une antinomie peu facile à appréhender. L'esprit français semble parfois résolument avoir perdu de sa splendeur et le sens de la nuance. Sur le fond du dossier maintenant, je ne vais pas reprendre toutes les préconisations du rapport, mais revenir néanmoins sur plusieurs points. Les missions des greffiers
sont des missions régaliennes d'intérêt général qui ne relèvent pas du domaine concurrentiel. C'est non seulement un fait, mais du droit. L'information légale que nous délivrons en la certifiant est contrôlée et authentifiée par le greffier, officier public et ministériel, qui exerce sous la surveillance du procureur de la République et fait l'objet de nombreux contrôles déontologiques et professionnels. L'authentification relève de la responsabilité du greffier, tout comme les éventuelles erreurs qui pourraient être faites. Le registre du commerce et des sociétés ne peut être réduit à une simple base de données, comme on peut le lire. Il est constitué au contraire d'actes juridiques contrôlés en permanence et certifiés, sur lesquels le greffier engage sa responsabilité personnelle, ce qui est facteur de confiance en ces informations, confiance qui est la base du développement économique. De manière générale, les critiques dont nous faisons l'objet ne concernent pas la qualité du travail que nous assurons. Celle-ci était reconnue aussi bien dans le rapport parlementaire sur la justice commerciale, le référé de la Cour des comptes sur les tribunaux de commerce, ainsi que dans la réponse que vous avez faite à un député qui réclamait dans une question parlementaire, ni plus ni moins, la fonctionnalisation de la profession. Je remercie, Madame la Ministre, à nouveau, pour la clarté de votre réponse. Pour en revenir à l'IGF, le rapport n'aborde pas la qualité des missions que nous assurons, mais se concentre sur les tarifs des greffes, la rémunération des greffiers et l'accès à la profession. Il faut le répéter, les tarifs des greffes sont décidés par l'État et lui seul. Ils sont publiés au journal officiel et sont inscrits dans le Code de commerce. Les tarifs des greffes se caractérisent par des montants unitaires modiques et très souvent les moins chers d'Europe. Nous ne pratiquons pas d'honoraires libres. Les tarifs sont les mêmes pour tous, sur l'ensemble du territoire national, y compris en Alsace-Moselle et dans les départements d'outre-mer, où c'est l'État qui assure lui-même les missions qui nous ont été déléguées sur le reste du territoire. Les fonctions du greffier sont exercées sous le contrôle du procureur de la République. Les inspections quadriennales, occasionnelles ou les contrôles de l'IGAJ vérifient systématiquement la bonne application du tarif. Une commission ad hoc du Conseil national apporte des éléments de précision si nécessaire et le procureur de la République peut être saisi par les usagers en cas de difficulté. Il convient enfin de souligner qu'il n'y a pas de proportionnalité dans les tarifs des greffes. Le contrôle du greffier est tout aussi rigoureux et le tarif est strictement le même pour les formalités d'un réparateur de vélo, d'une banque d'affaires ou d'une entreprise du CAC 40, quel que soit le temps passé sur le dossier, 30 minutes ou 3 heures. Sur l'évolution des tarifs dans le temps, il convient de rappeler que la grille tarifaire, qui n'est pas indexée, n'a historiquement été que très peu modifiée, la dernière en 2007, et que le taux de base, depuis 1986, n'a été revalorisé qu'une seule fois en 2004. Cette revalorisation n'a pas compensé l'effet de l'inflation. On note ainsi une baisse du tarif moyen des greffes de 11,6% en termes réels sur la période 1991-2013, alors que les redevances similaires de l'État, INPI-BODAC, ont au contraire affiché une augmentation de 8,2%. Une grande partie du rapport nous concernant est d'ores et déjà obsolète, puisqu'il ne prend pas en compte, bien sûr, les baisses de tarifs des greffiers, qui datent de 2013, dont une est applicable depuis le 1er juillet dernier, passage de 80 € à 43 € pour les frais de contrôle d'immatriculation d'une société commerciale, ce qui en fait aujourd'hui la moins chère d'Europe. Et la seconde mesure qui rentrera en application le 1er janvier prochain. Sur le sujet de l'élaboration des tarifs, l'actualité récente nous a offert un cas d'école particulièrement intéressant. Je reviens d'un mot sur l'immatriculation des auto-entrepreneurs. La loi, je le disais au début de mon propos, a posé le principe de la gratuité pour les immatriculés, mais aussi pour accomplir les modifications ou les radiations. Alors que le greffier, lui, devra toujours exercer le contrôle légal des déclarations, le même contrôle, et délivrer les mêmes actes juridiques y correspondant en engageant sa responsabilité personnelle.
Ce principe de gratuité n'a fait l'objet d'aucune mesure d'impact. Personne n'est aujourd'hui capable de dire même combien d'auto-entrepreneurs seront concernés par cette disposition et comment nous distinguerons ceux déjà en exercice d'un commerçant entrepreneur individuel qui démarre son activité. Comme je l'ai dit, la profession avait dès l'origine proposé de tenir ce registre à titre gratuit. Cela, bien sûr, ne signifie nullement que cette mission ne coûtera rien, bien au contraire. Il est certain que cette mission non tarifée aura pour les greffes un coût financier et humain non négligeable. Cet exemple me permet de faire le lien avec un sujet important. Le tarif de la profession doit être appréhendé de manière globale et ne peut être observé acte par acte. Il s'agit là d'un point essentiel que nous avons fait valoir à l'autorité de la concurrence qui mène actuellement une étude sur les tarifs des professions juridiques réglementées. Le principe de péréquation entre les différentes activités du greffe est une réalité. L'activité du greffier, relative à la tenue des registres légaux, permet d'assurer, par son volume, le financement des actes relevant de l'activité judiciaire, qui, eux, sont volontairement sous-tarifés par les pouvoirs publics pour permettre à chacun d'accéder à la justice à un coût modéré. Je rappelle également les missions prises en charge par la profession sans rémunération. Le secrétariat du président du tribunal de commerce, la prévention des difficultés des entreprises, la tenue du fichier national des interdits de gérer, l'exercice de la fonction CFE pour les sociétés non commerciales et les agents commerciaux, ou encore la compétence CFE des services des impôts, 30 000 formalités traitées en 2013, ou encore la diffusion gratuite des informations aux autorités judiciaires. Il faut également y ajouter la participation de la profession au GIP guichet entreprise, au GIP plateforme de publicité légale des entreprises, la mise en place du portail des juges, du portail des avocats, mais aussi les travaux européens relatifs à l'interconnexion des registres, ainsi que les perspectives de création d'un registre autonome des saisies pénales immobilières. Ces projets ne sont possibles que grâce au double croisement des investissements humains et financiers des greffes. Il est important de souligner plusieurs points. Les greffes des tribunaux de commerce ne pèsent ni sur les finances publiques, ni sur le contribuable. Nous n'avons aucun impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Les entreprises paient uniquement les services qu'elles utilisent. Une tarification des actes par le seul prisme de la structure des coûts serait une régression économique. Si la délégation confiée au greffier permet d'assurer un service public de qualité à moindre coût, vouloir définir les tarifs exclusivement par rapport aux coûts aurait à terme un effet encourageant au contraire à augmenter ses coûts ou à abandonner toute saine gestion, en soit un résultat inverse de ce qui est recherché. Calcule-t-on la structure du coût du timbre-poste ou des lettres recommandées en fonction du lieu de destination en France? Cela n'aurait aucun sens. Rappelons par ailleurs que les baisses tarifaires déjà consenties par la profession en 2013 ont un effet immédiat sur la trésorerie quotidienne des greffes. Il faut savoir qu'en matière de procédure collective impécunieuses, nous assurons pendant toute la durée de la procédure un rôle de bailleur de fonds pour l'État en avançant les frais de Bodac, des journaux d'annonce égale ou encore des significations. Certains greffes auront prochainement des difficultés de gestion pour assurer ces avances de fonds, en particulier ceux qui sont confrontés à des remboursements d'emprunts et pour lesquels les fonds de remboursement des sommes avancées tarderaient à venir. Je voudrais terminer sur ce point en rappelant que le prix payé par l'usager pour une formalité dans un greffe de commerce ne se compose pas exclusivement des émoluments du greffier, mais également de taxes que nous collectons et reversons à l'État. Ainsi, nous collectons annuellement plus de 13 millions d'euros pour l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, et 76 millions pour le Bodac. Deux autres sujets sont également pointés par l'IGF, à savoir le revenu des greffiers et l'accès à la profession. Je l'ai rappelé à l'instant, la profession a subi en 15 ans 3 cartes judiciaires.
limitant le nombre de tribunaux de commerce à 134 aujourd'hui. Cette évolution, combinée au rattachement des chambres commerciales de TGI, a eu pour conséquence de faire disparaître les greffes de petite taille au profit d'un nombre plus important de greffes de taille moyenne. Cette concentration, décidée par l'État, a eu un double effet, d'abord en accroissant le niveau d'activité des greffes, mais également en diminuant mécaniquement les points de destination pour de nouveaux professionnels. Si certains critiquent l'aspect familial de plusieurs greffes, ce sont les mêmes qui voudraient faire entrer dans les structures d'exercice libéral des acteurs financiers et autres fonds de pension représentant en toute évidence un péril pour l'accessibilité et l'indépendance de la justice, sans parler des conflits d'intérêts potentiels. Notre profession n'est jamais restée immobile. Notre motivation est de rester force de proposition. Notre mission morale de continuer à servir l'État et les entreprises, loyalement et sans défection, d'améliorer et d'œuvrer pour la qualité de service, en une phrase, d'être fiers de notre devise d'entrepreneurs du service public. Sous l'impulsion et avec le soutien de notre ministère de tutelle, nous nous sommes modernisés. Le statut du greffier salarié a été créé et reste encore à promouvoir. L'obligation de formation continue est une réalité qui donne des résultats parmi les meilleurs. L'adoption de règles professionnelles, éthiques et déontologiques sont venues compléter les modalités d'exercice de nos missions. De notre propre chef, nous sommes allés au-delà. Recommandations à la profession concernant les stages dans les greffes, mise en place avec la DACS et l'IGSJ d'un référentiel à la disposition des procureurs lors du contrôle des greffes. Signature encore d'une convention avec l'ENM pour ouvrir les sessions de formation aux greffiers et faire en sorte aussi que des greffiers soient formateurs. Projet de collaboration proposé par Monsieur le directeur des services judiciaires avec l'École nationale des greffes, dont je salue ici son nouveau directeur, Monsieur Janas, pour la formation des agents appelés à gérer le RCS dans les départements d'outre-mer. Et encore, évolution des modèles des rapports d'inspection pour permettre un contrôle plus efficace, plus pointu. Mise en place, enfin, du prix des masters du Conseil national pour favoriser les liens entre la profession et le monde universitaire. Je pourrais également citer la reconduction de la convention signée cet après-midi avec Madame Nathalie Gilly, directrice des services bancaires à la Caisse des dépôts, qui contribue au développement de nos missions, notamment en matière de communication et de formation. Madame la ministre, vous avez souhaité que chacune des professions relevant de votre tutelle ait connaissance des parties du rapport de l'IGF qui les concernait. Nous avons eu l'occasion cet été de faire des observations et de formuler des propositions dans le seul but de renforcer l'efficience de la justice et de contribuer à la simplification administrative. Je citerai ici quelques pistes dont nous aurons certainement à reparler dans les semaines qui viennent. Premièrement, soutenir l'accès et le fonctionnement de la justice commerciale dans sa globalité, notamment par la mise à disposition des moyens techniques de la profession afin de permettre à toutes les entreprises du territoire de bénéficier des mêmes prestations. Dématérialisation des procédures, accès à l'information légale en ligne, développement de l'e-justice, espace sécurisé d'échange. Deuxièmement, permettre aux administrations publiques d'accéder de façon permanente à l'information légale et sans coût. Ou encore, simplifier pour les entreprises le dépôt de leur statut en un lieu unique et utiliser les dépôts effectués dans les greffes pour les besoins de l'administration fiscale ou autre, afin de ne pas redemander ce qui a déjà été remis par l'entreprise. Et enfin, participer au programme « Dites-le nous une fois », consistant à utiliser l'information légale contenue dans le RCS pour dématérialiser l'accès au portail des marchés publics simplifiés, ou bientôt à celui des aides publiques simplifiées. Nous sommes bien évidemment disposés plus que jamais à travailler sous l'égide de notre ministère de tutelle,
à la recherche permanente d'un meilleur service, efficace et rapide. On sait combien les réformes hâtives ont parfois des effets diamétralement opposés aux objectifs escomptés. Le triste bilan, notamment social, de la suppression désavouée est là pour nous le rappeler. Comme cela a été fait pour dessiner les contours de la justice du XXIe siècle, il faut prendre le temps du dialogue et de la concertation. Notre profession a toujours été force de proposition et elle ne se dérobera pas. Pourquoi vouloir casser un modèle de délégation de service public qui a fait les preuves de son efficacité, qui est unanimement reconnu et qui présente aussi bien pour l'usager que pour l'État les garanties d'un service public de qualité? De même, imaginez ouvrir gratuitement, sans contrôle ni garde-fou, les informations des registres de publicité légale, c'est afficher sur la place publique des données personnelles, des indications sur les sociétés en sauvegarde ou en voie de redressement, et ainsi permettre à des tiers de tenir des fichiers non fiables sur les personnes ayant connu une liquidation judiciaire. Nos inquiétudes sont de voir casser tous les efforts préservant de toute atteinte les personnes physiques et morales ayant connu des difficultés, en leur permettant au contraire de rebondir dans un cadre préservé de confiance. Ces questions dépassent largement le seul périmètre des professions réglementées et du tissu économique et social de notre nation. Il s'agirait là d'un modèle aberrant, générateur d'une mauvaise praxis dans lequel une concurrence exacerbée et un ultralibéralisme décomplexé viendraient heurter de plein fouet les équilibres actuels sur lesquels s'est pourtant progressivement construit le contrat social de notre société. Le débat est loin d'être clos. Merci encore, Madame la Ministre, de votre présence parmi nous et merci à tous pour votre attention.